On va passer à la présentation d'exemples d'activités qu'on peut réaliser en classe à partir de nos données sismologiques. Alors, je vais débuter cette présentation avec des activités que j'ai envisagées et que j'ai réalisées avec mes élèves en cycle 4. Alors, vous allez voir, c'est très modeste, mais ça permet quand même d'envisager de travailler avec nos stations. C'est bon pour tout le monde? Bien. Alors, la première diapositive vous présente en fait donc le bulletin officiel de l'Éducation nationale et on peut très vite se rendre compte, quand on regarde un petit peu, si on survole, que eh bien, la sismologie, c'est un petit peu une place ténue dans les programmes. Mais au final, quand on décortique un petit peu le bulletin, dans les volets introductifs, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de compétences liées à la sismologie qu'on va pouvoir, alors bien évidemment, utiliser en cours, mais également donc, dans des clubs ou dans des labos ou dans l'appellation que vous voulez pour, on va dire, intéresser vos élèves à la sismologie. La station sismologique, alors bien évidemment, elle peut être utilisée dans le cadre de vos cours, mais on peut aller bien plus loin dans le cadre d'un club ou d'un laboratoire. Dans tous les cas, donc, les volets donc, introductifs mettent l'accent, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, vous aurez ensuite le PDF donc, de la présentation. Ils mettent l'accent sur l'utilisation d'un langage scientifique, sur la démarche scientifique elle-même, sur l'utilisation et la maîtrise des outils numériques, ainsi que la prise de conscience des risques, qu'ils soient naturels ou anthropiques. Et finalement, la station sismologique, elle va permettre de répondre à ces demandes du programme. Quant à l'enseignement du programme lui-même, eh bien, il demande à utiliser des exemples locaux ou régionaux, ainsi que les faits d'actualité à privilégier, tout comme l'exploitation de banques de données, de mesures d'expérimentation et de modélisation. Donc là, effectivement, vos stations sismiques répondent parfaitement à cette demande. Alors, les deux activités que je vais vous proposer, donc, voilà, tentent un petit peu à coller à cette demande. Et bon, elles restent modestes en cycle 4, mais elles permettent quand même d'illustrer ces différentes notions. Alors, la première activité va permettre de travailler les compétences qui sont utilisées des logiciels d'acquisition, de simulation et des bases de données, ainsi que d'interpréter des résultats et en tirer des conclusions. Alors, utiliser des logiciels d'acquisition, de simulation, eh bien, dans cette activité, j'ai utilisé Tectoglobe, qui est un Tectoglobe 3D en ligne, qui est, je pense, un logiciel que vous connaissez tous bien. On a également utilisé avec les élèves Seismigramme 2K, qui est, en tout cas au collège et au lycée, le logiciel qui nous permet de travailler actuellement sur les sismogrammes. Et puis, une banque de données sismiques, ici la banque de données Séismo d'Edumed. Alors, avec tout ça, on va pouvoir réaliser des observations, obtenir des résultats et donc aboutir à des conclusions et donc répondre aux compétences qui sont ici travaillées. Alors, pour coller à la demande, encore une fois, un petit peu de l'enseignement en SVT, j'ai travaillé avec un séisme qu'on va considérer comme local par rapport à là où je suis moi dans les Ardennes, qui a été enregistré par de nombreuses stations du réseau Sismo à l'école, dont la station de Monthermé. C'est peut-être, en avez-vous entendu parler, c'est le séisme qui a eu lieu le 10 septembre 2022 en Alsace, dont l'épicentre est localisé près de Mulhouse. Donc pour nous, quand j'ai fait travailler mes élèves, ça avait du sens puisque des élèves m'ont rapporté que certains membres de leur famille avaient vécu le séisme et ils l'avaient ressenti. Donc c'est vrai que travailler sur ce séisme-là, ça avait vraiment beaucoup de sens à ce moment-là. Donc on a recherché ce séisme dans la banque de données d'Edumed. On a demandé aux élèves de remplir les champs de date du 10 septembre ou 10 septembre. On a laissé les valeurs par défaut, et puis je leur ai simplement demandé donc, de changer la magnitude, de sélectionner simplement les séismes de magnitude compris entre 4
et 5, et au final, on obtient simplement un séisme présenté donc, par la base de données, qui est le séisme donc, de Mulhouse. On va l'ouvrir ensuite avec Tectoglobe 3D. Et alors, pour l'instant, ça, c'est la page finale que l'on obtient, mais au départ, ne sera affiché sur Tectoglobe que l'épicentre du séisme, que vous avez ici localisé par une petite étoile bleue. Alors ensuite, les élèves ont importé dans Tectoglobe 3D les séismogrammes que j'avais récupérés directement sur Edumed, donc, dont les en-têtes numériques avaient été remplies, ce qui nous a permis de lire donc, les traces des différentes stations qui ont capté ce séisme. Elles apparaissent donc à droite sous la forme du sismogramme, et apparaît également les stations localisées à gauche sur la carte de France. Donc vous retrouvez par exemple la station MTMF sur laquelle on est installé nous, mais vous voyez que pas mal de stations, dont des stations méditerranéennes, ont capté le signal. Alors, une fois qu'on a ça, on va essayer de mettre en relation toutes ces données. La première chose, c'est les observations qui sont faites par les élèves. Ils se sont rendus compte que plus la station est proche de l'épicentre, comme par exemple la station ALSA, plus elle va capter rapidement les ondes sismiques émises par le foyer sismique. Et à l'inverse, plus la station est éloignée, et bien, plus elle va mettre de temps à capter les vibrations. Ça, c'est la première observation qui est généralement dite par les élèves, et on va l'utiliser un petit peu plus tard dans l'activité. Et puis la deuxième observation qui est généralement avancée par les élèves, c'est que, eh bien, à partir du séisme de Mulhouse, on a différentes stations qui sont localisées tout autour et qui ont capté le signal. Ce qui veut donc dire, de manière toute simple, qu'à partir du foyer sismique, qui est le point perpendiculaire à l'épicentre, toutes les ondes, les ondes du séisme se sont propagées dans toutes les directions. Et c'est pour cette raison que différentes stations, localisées à des endroits totalement différents, ont pu capter ce séisme. Donc ça, c'est la première conclusion à laquelle on arrive avec les élèves. On poursuit le travail, et là, on va ouvrir avec un autre logiciel, donc le logiciel Séismogramme 2K, les sismogrammes de 3 stations, donc la station ALSA, la station CRVF et la station MTMF, qui est notre station collège. Et à l'aide du logiciel Séismogramme 2K, il est très facile de pointer l'arrivée des ondes P sur les différents sismogrammes. Et quand on fait le lien avec notre carte précédente, eh bien, il est très facile pour les élèves, finalement, de se rendre compte qu'il y a une vraie différence de délai pour l'arrivée des ondes P à la station ALSA, qui est la plus proche de l'épicentre, et à la station MTMF, qui est donc la plus éloignée. Et donc, ce délai va s'expliquer par la position des stations par rapport à l'épicentre, tout simplement. Alors, on s'éloigne peut-être à des notions qu'on peut voir en cours, mais ça, c'est des notions qu'on peut très, très facilement travailler dans un atelier ou à Labo-Sciences. C'est finalement quelque chose qui va leur parler très facilement. Ils arrivent à mettre du sens ensuite sur pourquoi il y a un vrai délai entre 2 stations. Et puis, certainement, le plus intéressant, c'est que si vous remarquez à gauche, sur les sismogrammes, vous voyez ici, vous avez des échelles qui vous sont proposées. Et quand on regarde bien, l'échelle utilisée par la station ALSA n'est pas la même que celle utilisée par la station MRVF, qui n'est d'ailleurs même pas la même que celle utilisée par la station MTMF, ici. Donc, je demande aux élèves, finalement, d'utiliser la même échelle pour les 3 sismogrammes. On va utiliser l'échelle de la station ALSA. Et là, en faisant ça, les élèves sont étonnés, puisque pour la station MRVF, on voit bien que le signal va commencer à être totalement réduit, alors que pour la station MTMF, on a l'impression de ne plus rien voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? La conclusion, c'est que plus une onde va faire de distance, plus elle va perdre de l'énergie, et donc forcément, elle va arriver à la station en ayant perdu beaucoup d'énergie, et donc en faisant finalement bouger le sol de manière moins importante.
récapitulant ça sous la forme d'un petit schéma très simplifié, eh bien, on se rend compte que l'épicentre, c'est une notion qu'on a travaillé avec les élèves avant, eh bien, on peut dire que l'épicentre, finalement, qui est le point à la surface perpendiculaire au foyer, eh bien, pourquoi c'est au niveau de l'épicentre qu'on a une intensité sismique généralement la plus importante? Eh bien, c'est parce que les ondes ont une distance minimale à parcourir et donc arrivent en surface avec un maximum d'énergie, alors que plus une onde va avoir de distance à parcourir, plus elle va perdre d'énergie, et donc quand elle arrive en surface, forcément, elle va induire un mouvement du sol beaucoup moins important. D'où la trace que l'on obtient également avec les sismogrammes. On peut alors faire le lien, par exemple, avec ces fameux documents qu'on rencontre souvent dans les articles scientifiques, qui sont des cartes d'intensité sismique, où on se rend compte effectivement que plus on s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité des séismes diminue. Et donc, c'est à mettre en relation effectivement avec la distance que les ondes ont à parcourir pour arriver en surface. Voilà pour la première activité. On enchaîne ou... ouais, on enchaîne sur la deuxième. Alors, la deuxième activité, elle est toute récente. En fait, je me suis inspiré de l'enregistrement de la station de Montermé du 19 septembre 2022, pardon, qui est toujours pareil, le séisme du Mexique. Donc, on avait eu un superbe enregistrement. Et puis, le lendemain matin, à la radio, on écoute un petit peu les témoignages et puis on se rend compte que on a des témoignages des médias qui vont mettre l'accent sur le fait que ce séisme-là, il a eu lieu le 19 septembre, comme le très célèbre séisme de Mexico de 1985, hein, qui a d'ailleurs servi de référence au phénomène d'effet de site, mais également au séisme du 19 septembre 2017, qui avait fait également énormément de victimes. Alors, les médias s'emparent de ce séisme-là. Vous voyez, j'ai fait là ici une capture d'écran le 20 septembre, et voilà ce qu'on peut lire hein, quand on regarde les grands titres. Donc, dans un premier temps, on voit bien qu'ils mettent en avant les médias cette date du 19 septembre. Alors, ils parlent bien sûr du 19 septembre 85, du 19 septembre 2017, en lien avec le 19 septembre 2022. Donc, ils mettent en avant une certaine récurrence de cette date. Et puis, en plus, peut-être pour le côté un peu sensationnel, ils parlent de date maudite, personne n'y croyait, de malédiction, etc., etc. Et là, moi, ça a un petit peu fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que dans ce qu'on nous demande d'enseigner à nos élèves, quand on regarde encore une fois le BO, eh bien, on nous demande de permettre à nos élèves de faire la différence, de distinguer les faits des idées, et puis à nos élèves de distinguer faits et savoirs scientifiques des opinions et des croyances pour entrer dans une relation scientifique avec les phénomènes naturels. Donc, je me suis dit, tiens, voilà une bonne base de départ pour justement travailler sur cet aspect. Alors, j'ai proposé à mes élèves, vous voyez, quelques articles, quelques photos. Alors ici, c'est vraiment criant. On a une personne voilà, en train de prier, hein, les yeux vers le ciel et les mains ouvertes vers le ciel. On a des articles qui nous parlent de dates maudites, de personnes y croyaient, la malédiction des séismes du 19 septembre. Là, on nous parle de la récurrence hein, du séisme de 85, de 2017, qui fait écho donc à 2022. Et puis, le meilleur des articles sur lequel je suis tombé, hein, on parle de malheureux hasard ou de signe de Dieu. Et on vous dit dans le second paragraphe, hein, si la majorité des Mexicains penchent pour l'explication scientifique, la coïncidence pousse certains à y voir un signe de Dieu. Alors, j'ai trouvé que ça pouvait faire l'objet d'une activité avec mes élèves. Alors, on a donc travaillé sur ces articles. Et puis, voilà, moi, j'avais pour but d'illustrer ça avec eux, donc de distinguer faits et savoirs scientifiques des opinions et des croyances. Donc, concrètement, explication scientifique versus le signe de Dieu. Et je me suis appuyé sur on va dire un travail qui a été réalisé donc par un de mes collègues de l'Académie de Reims, qui est un modèle pour tester la prévision d'un séisme le long d'une faille. Alors ce modèle, le voici. Alors je vous ai mis en dessous le lien qui vous permettra d'aller voir plus en détail cette page et ce modèle. Alors on a
comme postulat donc, une zone de subduction où on a effectivement de très nombreux séismes qui ont lieu, dont certains ont eu lieu le 19 septembre 85, 2017, 2022. Alors, la question c'est où va se produire ce prochain séisme au Mexique, et puis surtout quand. Et donc, est-ce qu'on peut penser qu'on aura un prochain gros séisme, un prochain 19 septembre? Alors, ce modèle va nous permettre d'apporter une réponse à cette question. Alors, ce modèle, c'est le modèle dit du patin tracté, hein, qu'on a simplifié ici pour les élèves du collège. Alors, d'un côté, vous avez un patin en Syporex, ça c'est le cube blanc que vous avez à droite, et qui est tracté sur un papier abrasif. Donc, en fait, le patin en Syporex et papier abrasif, hein, en fait, simule les deux compartiments le long d'une faille. À gauche, vous avez une petite manivelle qui va permettre de tracter de manière homogène le patin en tirant sur un élastique. Donc, l'élastique, lui, va simuler l'énergie qu'on accumule au niveau de la faille avant sa rupture et donc le fait que le patin va ensuite être tracté. Alors, je reviens sur la précédente diapositive, j'ai oublié de vous parler donc du petit capteur piézoélectrique que vous avez donc disposé sur le patin en Syporex et qui lui simule en fait une station sismologique. Le petit capteur piézo, lui, va capter les vibrations. Donc, on ouvre un logiciel que vous connaissez également, j'espère, tous, qui est le logiciel Audacity, qui nous permet de détecter les vibrations engendrées par chaque déplacement du patin. Et puis, on se rend compte qu'à chaque fois que l'on a un déplacement du patin, qu'on visualise ici par une amplitude des ondes beaucoup plus importante, eh bien, la période entre chaque déplacement, elle est totalement aléatoire. C'est-à-dire que T1 n'est pas égal à T2, qui n'est pas égal à T3, etc., etc. On voit bien qu'il n'y a pas de redondance dans le temps séparant la rupture d'une faille. Donc au final, ce modèle analogique qui permet de comprendre qu'il n'y a pas de période régulière de glissement au niveau d'une faille, et donc il est actuellement impossible de prévoir quand aura lieu un prochain séisme le long d'une faille dans la zone de subduction du Mexique, et donc finalement de dire que la date du 19 septembre, c'est plus une coïncidence qu'autre chose, ce n'est pas forcément une date maudite, comme le pensent parfois certaines personnes. Alors, pour conclure, voilà ce que j'ai lu sur le site du SGS, c'est que malgré la coïncidence, il n'y a pas de date ou d'heure spécifique de l'année où le Mexique est statistiquement plus sujet à l'activité sismique. Voilà, je pense que je suis dans les temps, normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tu l'as où ça? Ah, c'est arrêté. Je reviens, c'est bon. Question? Alors, c'est des activités qui se veulent, comment dire, en tout cas pas très compliquées, qui sont là pour vous présenter l'utilisation de logiciels qui sont facilement accessibles et pour lesquels on peut travailler avec très facilement. Il n'y a pas de prétention de faire des activités très compliquées. On est en cycle 4. Hein, le but du jeu, c'est vraiment d'accrocher nos élèves sur la sismologie. Alors, bien évidemment, on peut ensuite envisager de compliquer les choses. Mais là, j'ai voulu présenter des activités, on va dire, assez accessibles. Une question. Par rapport aux activités du réseau, on a un lien de partage un site collaboratif par rapport aux activités qui sont proposées par les collègues? C'était une des questions sur laquelle on s'était un petit peu, on avait discuté ce matin. Ouais, alors on a un forum sur le site de Sciences à l'école. Je sais qu'alors. Oui, pardon. Non, c'était EduMed, je sais que EduMed, on a. Bon, voilà. Il y a parce qu'il y a ton micro. Ah oui, pardon. Voilà. Je sais qu'EduMed abrite un certain nombre d'activités. Alors, à voir peut-être avec eux si on pourrait effectivement héberger les activités qui seraient produites par les membres, par les équipes du Sismo à l'école. Je pense qu'il y a un partenariat qui existe, donc c'est certainement une piste que l'on peut creuser.
Je pense que M. Pajot pourra vous en parler peut-être un petit peu après. Je trouve que c'est motivant. Moi, ce qui m'avait manqué un peu avec l'ancienne version, c'est-à-dire qu'on avait des activités, mais on n'avait pas de rencontre non plus. On peut imaginer avoir une rencontre semestrielle où certains collègues peuvent présenter l'activité comme vous l'avez faite. Voilà, ça motive, c'est du partage, et puis ça permet de voir ce que chacun fait, ce qui fonctionne dans les établissements. Bertrand va prendre la parole pour vous répondre, mais c'est vrai qu'on en a parlé ce matin. Comme on est dans la même salle, on peut bouger facilement plutôt que d'avoir de l'ARCEN. On en a parlé ce matin très clairement, comme on fait d'ailleurs dans BTO à l'école, on souhaiterait qu'il y ait plutôt qu'un seul site unitaire, donc on va essayer de mettre toutes ces ressources sur EduMed parce que ça enrichit déjà une base qui est quand même déjà bien constituée. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement de vous proposer dans l'année un certain nombre de webinaires. Pour l'instant, on n'a pas de budget pour faire du présentiel, notamment pour ceux qui viendraient du Chili, par exemple. On le regrette. Mais en tout cas, un certain nombre de webinaires qui aussi doivent répondre à vos besoins. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous dites, voilà, M. Geoffroy vient de présenter un certain nombre d'éléments. Moi, ça m'intéresse, mais j'ai besoin de lui reparler à un moment ou à un autre. Donc, on peut prévoir aussi des éléments qui répondent par rapport à telle ou telle activité. Dans son activité-là, il y a plein de choses qui pourraient être reprises niveau lycée. Alors, en l'amenant au niveau de gestion en lycée, mais c'est tout à fait cohérent. Et donc, n'hésitez pas à faire remonter vos besoins. De toute façon, on est dans un réseau, c'est-à-dire qu'aussi, on peut partager de l'information, j'allais dire de pair à pair, entre ce que vous dites à ça, cette activité que vient de présenter, j'aimerais bien juste avoir un petit détail avec le collègue qui l'a fait. Ça, c'est le jeu d'un réseau. Donc, on mettra ces activités qui émergent au fur et à mesure, et les vôtres aussi, sur EduMed. Et puis, on se fait des webinaires à intervalles réguliers sur lesquels on essaiera de répondre à vos besoins. Donc, il faut nous faire monter aussi vos besoins. Et les activités, parce que c'est vrai que c'est une vraie dynamique quand on peut utiliser une activité qui a été faite par un collègue et qu'on juge pertinente à réaliser avec nos élèves. Tout à fait. Donc, effectivement, je pense qu'EduMed, ça serait la bonne solution. D'autres questions pour l'instant? Je laisse ma place à Patrick, qui va vous présenter des activités en relation avec plutôt lui, le lycée. Pas de questions. Et les élèves, il n'y a aucun élève qui, au contraire, par rapport à le fait que ce soit aléatoire, les tremblements de terre, justement, le fait que ce soit toujours le 19-19, il n'y en a aucun qui dit que si c'est aléatoire, le fait que ce soit tous les 19 septembre, il y a eu une intervention de Dieu. Oui. Non, non, moi, je n'ai pas eu. En fait, ouais, on a conclu à en fait, un gros coup de hasard. Effectivement, le modèle nous montrait bien que, voilà, dans une région effectivement hypersismique, bon, c'est vrai que la date du 19 septembre, c'est quand même quelque chose de dingue. Mais voilà, nous, on a conclu que c'était vraiment le hasard qui a fait que c'était le 19 septembre qu'on a eu de gros séismes et pas une intervention divine. Parce qu'en Amérique du Sud, c'est toujours le même problème. Ils ont pas, en fait, comme au Chili, ils n'ont pas de sisme. Dans l'éducation chilienne, il n'y a pas de sismo. Donc, on a toujours sur les plateaux de télé, quand il se passe quelque chose, un scientifique et face à lui, quelqu'un qui prédit finalement le prochain. Voilà. Au Mexique, c'est la même chose. Donc, voilà. Ouais, si vous dites à quelqu'un, à un Chilien ou à un Mexicain que c'est aléatoire, finalement, il va dire, ben voilà, si c'est aléatoire, là, ça ne l'est pas. Donc, et il y a bien eu une intervention divine. C'est un peu leur logique, finalement, dans ces pays. D'où l'intérêt d'éduquer. Ce qui est intéressant ici, c'est d'intervenir dans les lycées publics chiliens pour justement présenter, de leur expliquer ce que c'est qu'un séisme. C'est ça qui est intéressant. Et justement d'inviter pour voir la station, etc. Bon. Mais ce n'est pas si simple. Je veux dire, le côté scientifique aléatoire et la réalité, ici, elle est perçue différemment. Ouais, il n'y a pas les connaissances. Attention, moi, c'est une activité que je viens de mettre en œuvre. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi. C'est plus du brut qu'autre chose. Alors, moi, je n'ai pas eu vraiment, effectivement, avec mes élèves, parce que, bon, il n'y a pas, effectivement, on n'est pas dans une culture religieuse importante. Mais effectivement, on en parlait ce matin avec Rosa, qui va intervenir tout à l'heure, dans les pays d'Amérique du Sud, en particulier, où il y a beaucoup
beaucoup de religions, c'est quelque chose qui doit être effectivement compliqué à faire passer. Non, mais c'est typiquement aussi la logique, je rebondis là-dessus, permet de rebondir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une activité qui, dans un lieu X ou Y, ne poserait pas, je veux dire, de soucis existentiels, si je prends ce raccourci sémantique, elle peut être dans un autre contexte à mettre en perspective. Typiquement, c'est vrai qu'avec l'échantillonnage qui a été fait dans les Ardennes, effectivement, on sera très vite contré en Amérique du Sud parce que, simplement, il faudra sortir d'autres arguments qui est quel est notre échantillonnage, combien d'évitements sismiques il y a lieu, par exemple, sur santé gauche du Chili tous les jours, et vous allez en avoir quasiment tous les jours, vu votre contexte géotectonique, etc., etc. Et ça veut dire que chacun peut effectivement apporter, sur une première trame, apporter des mises en situation qui peuvent être à différence. Et ça, c'est un contexte aussi d'enrichissement de réseau qu'on pourrait. La collègue de Mayotte réagit sur le chat en disant qu'il y a eu, effectivement, au moment des essaims de séisme, au moment du début du volcan, exactement les mêmes réactions. Il se trouve que j'étais sur Mayotte juste après. La population ne faisait que parler de ça dès qu'on abordait les questions scientifiques. Effectivement.